Donc bonjour, bienvenue, vous êtes quelques-uns à nous rejoindre tranquillement. Donc on va démarrer en attendant que les derniers présents se connectent. Donc bienvenue pour ce premier webinaire de l'Institut de la parentalité. Aujourd'hui en plein été, vous êtes assez nombreux à avoir répondu présent pour cette première thématique Covid et sentiments d'insécurité dans nos pratiques professionnelles. Qui sera donc aujourd'hui animée par le docteur Anne Reynaud, initiatrice, fondatrice de l'Institut de la parentalité. Institut de la parentalité qui est né maintenant depuis quelques années, un projet qui se construit maintenant depuis plus de 5 ans, qui a ouvert ses premières portes à Bordeaux-Florac en octobre 2017 et qui, petit à petit, met au service des parents localement sur Bordeaux, mais de plus en plus nationalement, à disposition des familles, un lieu ressource donc de prévention sur les liens très précoces parents-enfants, avec une mission donc de prévention du développement des liens d'attachement, qui est donc une des bases de notre façon d'accompagner les parents dans leur mission, mais aussi les professionnels dans leur mission de soutenir les liens parents-enfants. Donc aujourd'hui, nous trouvions intéressant et d'actualité de pouvoir mettre en perspective ce moment important, fort intense que nous traversons en lien avec la crise sanitaire et de pouvoir la mettre en perspective de l'attachement. Nous avons à l'Institut le souhait de transmettre, de partager, que peut-être certains savent au travers de notre organisme de formation, certains sont déjà venus nous rencontrer. Nous proposons de transmettre aux professionnels, d'accompagner leur montée en compétences sur ce décodage des liens d'attachement dans leur pratique professionnelle. Et il nous semblait important de passer aussi cette étape de transmettre de manière très ouverte, en lien avec la situation actuelle, ce qu'on peut en penser et surtout remettre cette fonction réflexive justement en route après une période qui a quand même figé un peu les pensées, les esprits. Et donc, le docteur Anne Reynaud va nous en parler un peu plus aujourd'hui. Voilà, premier web séminaire, vous êtes maintenant une trentaine en direct. Bienvenue, on va commencer. Vous avez dans les petites fonctions en bas de votre écran de quoi participer tout au long de l'échange. Donc, vous pouvez poser au travers de l'onglet Q et R, donc questions-réponses. Posez vos questions au fil du web séminaire. Nous les collectons avec Eva, qui nous a rejoint à l'Institut de la parentalité, pour pouvoir que le docteur Reynaud puisse y répondre au fur et à mesure. Et puis, nous prévoyons deux petits temps où on puisse aussi échanger donc, sur vos questions, que ce soit celles qui ont été soumises, mais aussi peut-être celles que vous aurez envie de poser en direct. Voilà, donc pour ce sujet Covid et sentiment d'insécurité professionnelle, docteur Anne Reynaud, nous vous écoutons avec plaisir. Merci. Je présente Laurence qui fait partie de l'équipe de direction de l'Institut, qui s'occupe de la coordination de l'ensemble de nos actions, qu'elles soient collectives avec l'accompagnement des parents et les groupes d'habileté parentale ou des actions de sensibilisation, mais aussi des consultations ou notre organisme de formation. On est effectivement engagé dans l'accompagnement de l'environnement de l'enfant pour permettre de lui construire un environnement qui soit le plus sécurisant possible. Donc, premier webinaire, merci de votre indulgence. On va essayer d'être au plus près de vos questions et de vos problématiques. Comme le disait Laurence, notre souhait de transmission est essentiel. Et là, c'est avec beaucoup d'humilité qu'on s'est engagé dans cette thématique. L'idée n'est pas d'apporter des réponses et peut-être que vous allez être frustrés, j'espère pas trop, mais plutôt comme nous pouvons le faire avec les parents, d'induire ce qu'on appelle la fonction réflexive, c'est-à-dire remettre un petit peu en route notre appareil à penser qui a été nettement sidéré par tout ce qui nous est arrivé et qui nous arrive encore et qui risque de nous arriver à l'avenir. Et on s'est dit qu'on avait envie aussi de participer au fond à cette réflexion collective d'un monde d'après, puisqu'on entend bien qu'on ne peut plus fonctionner comme avant. C'est OK, d'accord, mais comment on peut fonctionner
Donc, on s'est dit qu'on allait s'appuyer sur cette théorie, la théorie de l'attachement, qui est le socle sur lequel nous appuyons nos interventions, qu'elles soient auprès des familles qu'auprès des professionnels. Et il nous a semblé opportun de re-questionner finalement ce que la théorie de l'attachement pouvait éclairer dans nos pratiques professionnelles et dans ce sentiment d'insécurité. L'idée aussi, c'est peut-être de se déculpabiliser, d'avoir parfois été débordé par tout ce qui se passe et de l'être encore, d'avoir peut-être parfois le sentiment de perdre nos moyens sur notre manière de pouvoir intervenir auprès des familles ou dans les différents champs dans lesquels nous nous engageons ou dans lesquels nous travaillons. Parce qu'effectivement, on a été tous, et ce qui est assez incroyable dans cette situation, ça a été universel et mondial, pris dans cette même menace, dans ce même processus qui nous a obligés à faire face à nos peurs, qui nous a re-questionné par rapport à notre santé, par rapport à la vie, par rapport à la mort, par rapport au changement, comment on pouvait explorer. Et la théorie de l'attachement, on la connaît sur son plan de la relation parent-enfant, mais pas forcément sur d'autres applications. Et on sait aujourd'hui qu'elle aborde aussi la dimension psychosociale dans le domaine de la société. Alors, l'idée, c'est de ne pas penser que la théorie de l'attachement va tout expliquer. Elle n'est pas la seule à pouvoir éclairer tous ces processus interpersonnels et intrapsychiques. Mais en tout cas, c'est l'outil que nous, on a décidé d'utiliser et on souhaitait aujourd'hui le partager avec vous dans cette période inédite qu'on dit aussi chaotique, où on a perdu vraiment tous nos repères et on s'est rendu compte que le terme de sécurité et d'insécurité depuis un certain temps était très entendu dans notre société, mais encore plus avec ce qui s'est joué. Donc, on a envie de réfléchir ensemble. Alors, il va y avoir 2 temps. Dans un premier temps, je vais réaborder les bases de la théorie de l'attachement. Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de théorie de l'attachement. Parfois, on la saupoudre un petit peu en pensant qu'on la connaît. Mais il est important de revenir aux fondamentaux, à la définition même de la théorie de l'attachement. Qu'est-ce que ça vient nous expliquer? Et puis ensuite, on la mettra en perspective par rapport à la dimension psychosociale et à cette crise du Covid qui n'est pas terminée et va nous demander de re-questionner notre propre sécurité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période Covid? En fait, on s'est senti menacé. Les études sont assez significatives dans ce champ-là. On sait que finalement, cette protection physique qui a été mise en place avec le confinement et aujourd'hui la distanciation physique a été une agression psychique. Et qu'est-ce qu'il en est sorti de tout ça? Donc, globalement, les premières études mettent en perspective, je cite une étude de 2020 du Lancet sur les effets psychologiques du confinement, qui viennent nous dire qu'on a été frustrés, qu'on a eu un sentiment de perte de liberté, mais ce qui est majeur, c'est la peur de manquer, la peur d'être contaminé, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de l'avenir. Et puis, on a aussi retrouvé, ces études ont retrouvé un manque d'informations, alors qu'on avait le sentiment d'être au contraire noyé dans un flot d'informations. Donc, on voit comment cette incohérence est petit à petit installée dans nos sentiments et dans nos perspectives. Et ce n'est pas si simple de retrouver un tout petit peu notre manière de penser. J'aime bien citer Pierre Rabhi qui écrit « On ne se branche pas à une prise de conscience ». Cette prise de conscience, elle n'est pas aussi facile et on a envie aujourd'hui, avec nos connaissances et notre expérience à l'Institut, partager ces réflexions pour que cette prise de conscience, elle puisse s'inscrire dans quelque chose de collectif et un petit peu plus élargi. On a aussi appris à travers d'autres études,
Je cite les travaux de Livia Tomava qui travaille à l'Institut technologique du Massachusetts et qui a fait une publication en 2020. Alors, elle avait peut-être pas tout à fait anticipé l'effet du confinement, mais globalement, ils avaient étudié quand même ce que pouvait ressentir et surtout comment se transformait le cerveau de quelqu'un qui était isolé sur un plan social. Ça a été fait avant le confinement. Et ce qu'ils ont retrouvé, c'est que en fait, le jeûne social a le même effet que le jeûne alimentaire et que certaines aires ventrales et substances noires du cerveau celles qui sont sécrétrices de dopamine, vont être touchées et vont du coup mettre à mal tout notre système de motivation qui va parfois amener à des processus d'addiction ou à des épisodes dépressifs. On a aussi des études intéressantes sur les informations et il y a un nouveau critère qui s'appelle l'infobésité, le fait d'avoir beaucoup d'informations qui vient en fait menacer notre système cérébral avec une sécrétion importante de cortisol. Voilà, autant d'éléments en dehors même du Covid qui viennent activer ce système d'attachement et c'est ça qu'on va explorer dans ce premier temps. J'ai fait quelques supports diapos, comme ça vous fera peut-être une petite respiration. Vous n'aurez pas que mon visage, mais aussi quelques informations sur ces diapos pour qu'on vienne re-questionner au fond c'est quoi la théorie de l'attachement et qu'est-ce que finalement on peut reposer comme définition. Vous avez fait un petit nuage de mots où viennent s'inscrire chaos, menaces, fonction professionnelle, mais vie privée aussi. Et on voit à quel point finalement tout ça s'entrechoque et le fait d'avoir été confiné en télétravail avec nos enfants, avec nos familles, on s'est rendu compte de la continuité dans nos vies et la difficulté de finalement séparer les choses. Et peut-être que c'est des questions qui doivent être mobilisées dans cette expérience-là. Alors, au fond, c'est quoi la théorie de l'attachement? La théorie de l'attachement, elle vient nous expliquer que dès la naissance, nous sommes en fait équipés d'un système qui est biologiquement inscrit à l'intérieur de nous. On appelle donc cela un système motivationnel et que ce système motivationnel va venir nous aider à réguler la peur et à gérer la menace. Et là, on commence à voir les liens avec la situation qu'on traverse actuellement, puisque ce sentiment de menace, il était omniprésent, il était permanent et constant, et on voit comment il se réactive aujourd'hui. Donc, la théorie d'attachement vient nous dire que ce bagage biologique nous permet d'être équipés pour trouver des stratégies pour faire face à la peur ou à la menace. Ce système biologique qui est inscrit, ce système motivationnel, va s'adapter à l'environnement de l'individu au fil de sa trajectoire développementale. Pour autant, et c'est important de faire le lien aussi avec l'actualité et les résultats de la commission des 1000 jours que nous attendons pour le mois de septembre, pour ceux qui travaillent dans la petite enfance, on sait que ce système motivationnel va finalement se réguler et se modeler en fonction des relations et des interactions que le bébé va avoir avec son environnement sur les premières années. On pourrait appeler ça une feuille de route. John Bowlby a appelé ça des cartes cognitives qui permettent finalement petit à petit à l'individu de comprendre comment il va pouvoir solliciter son environnement quand il se sent menacé, quand il a peur ou quand il y a quelque chose qui vient finalement questionner et le mettre en difficulté dans son environnement. Donc ce système, il est vital, il a été vraiment décrit par John Bowlby dans cette perspective évolutionniste pour nous permettre de comprendre pourquoi l'humain survit et quels sont ses outils pour faire face à finalement tous les événements qui traversent sa vie. Et donc ce système biologique fait vraiment partie de notre boîte à outils. Et il vient s'activer, donc on parle d'activation du système d'attachement. Ce système d'attachement fonctionne comme une alarme. Cette alarme, elle se met en route dès qu'on perçoit que dans notre environnement, il y a quelque chose qui vient menacer notre équilibre émotionnel ou physique. Et on va du coup activer cette modalité de réponse
qui va nous permettre de trouver des réponses physiques et psychiques pour retrouver l'équilibre émotionnel nécessaire à notre développement et à notre bon développement. Donc, cette régulation, elle est fondamentale et cette alarme, une fois qu'elle est activée, elle va essayer de trouver de nombreuses stratégies pour être désactivée. Le dernier point que je voulais évoquer sur cette théorie, alors bien sûr, on va la survoler de manière extrêmement rapide parce qu'elle est d'une grande richesse et d'une grande profondeur. Mais ça, je voulais revenir sur ces quelques définitions. Et elle s'inscrit aussi dans une dimension qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est biopsychosociale. Elle est biologique parce qu'on a fait les liens aujourd'hui entre la description qui avait été faite initialement et ce qu'on sait aujourd'hui des neurotransmetteurs, du fonctionnement neurologique et des neurosciences, avec la compréhension des neurotransmetteurs comme l'ocytocine, le cortisol ou les autres hormones qui viennent baigner notre cerveau et nous aider à trouver des réponses par rapport au stress. Et elle est psychosociale parce qu'elle vient inscrire l'individu dans une dimension plus large et éclairer le lien interpersonnel, les liens interpersonnels qui relient les individus les uns avec les autres. Elle, pour nous, en tout cas, à l'Institut, elle s'inscrit dans une vision très intégrative et très complémentaire des autres approches, qu'elles soient intrapsychiques ou plus globales, systémiques. Voilà, quelques mots. On va maintenant redéfinir le lien d'attachement parce que souvent, on confond ou on a une difficulté de réellement mettre des mots et on entend souvent des contresens quand on entend le lien d'attachement. On peut l'utiliser dans une terminologie plus large où on va parler vraiment de lien d'appartenance, d'amour ou de sentiment, mais le lien d'attachement tel qu'il est décrit dans la théorie de l'attachement va relier un individu qui perçoit une détresse ou une vulnérabilité et qui va avoir besoin de trouver du réconfort, de la sécurité émotionnelle à travers la recherche de proximité pour recevoir protection et réconfort d'un être qui est censé être plus fort et plus sage. Ce lien d'attachement va donc de la personne vulnérable vers la personne qui peut lui apporter de l'aide. C'est vraiment essentiel parce qu'on entend des contresens en disant cette maman a l'air attachée à son enfant. On n'est pas en train de parler de la théorie de l'attachement. Moi, je suis très attachée à mon petit chat qui m'attend le soir à la maison. C'est très bien, mais je ne parle pas de ces liens d'attachement qui nous questionnent et qui viennent remettre finalement du sens dans nos pratiques professionnelles quand on est dans le champ de l'accompagnement de la famille, qu'il soit très large. On n'est pas obligé de travailler que en crèche, dans la petite enfance, la protection de l'enfance, mais on voit aujourd'hui les champs de la justice, de l'éducation bien sûr, du sanitaire, du médico-social qui sont questionnés par cette question du lien d'attachement. Donc, être attaché à quelqu'un, ça signifie qu'en cas de détresse, on va se tourner vers une figure d'attachement pour trouver un sentiment de sécurité. Cette personne va donc répondre à notre besoin d'attachement et à notre besoin de sécurité. Et on voit comment cette activation, imaginez-vous quand on a annoncé le confinement et ces difficultés, comment on a eu besoin de retrouver cette sécurité et comment il a été difficile de la percevoir. Mais on réexplorera ça en deuxième partie du webinaire. Donc, c'est vraiment des liens interpersonnels, affectifs qui sont durables et qui sont importants entre deux personnes. Ces liens d'attachement vont permettre, dans les premières années, en fonction des réponses des figures d'attachement que va recevoir l'enfant, de construire ce qu'on va appeler des modèles internes opérants. C'est-à-dire que l'individu va structurer des modèles représentationnels de ces interactions et de la qualité qui vont conduire l'enfant à développer une image de soi et une image de l'autre. C'est vraiment un fondement essentiel pour la structuration d'un individu, tant sur le plan de sa construction de la confiance, mais aussi dans son souhait d'exploration de la relation à l'autre, du langage, du développement psychomoteur. Ces modèles internes opérants donc s'inscrivent dans plusieurs stratégies qu'on n'abordera pas du tout aujourd'hui, mais globalement dans des stratégies qu'elles soient sécures, insécures ou désorganisées. Et elles vont évoluer ensuite à l'âge adulte vers des états d'esprit d'attachement qu'on va retrouver avec 4 catégories qu'on citera tout à l'heure juste dans une étude qui a été faite en lien avec le Covid. C'est ce lien d'attachement qui va nous permettre au fond de faire face à la menace et en cas de danger de savoir qu'on va pouvoir compter sur quelqu'un.
Il est essentiel de mettre en perspective cette stratégie d'attachement et ce système motivationnel d'attachement avec un autre système et deux autres systèmes avec lesquels on est finalement amené à s'engager dans nos pratiques professionnelles, mais aussi dans notre vie personnelle. Globalement, vous avez donc bien, j'espère, compris que ce système d'attachement va activer un système d'alerte, d'alarme, qui va nous mettre en vigilance pour retrouver un équilibre émotionnel. Ce système d'alerte est couplé avec deux autres systèmes motivationnels qui font de la même manière partie de notre boîte à outils quand on arrive au monde et qui vont nous donner la possibilité de rentrer en relation et de pouvoir nous développer. Un système qui est essentiel et qu'on voit, on voit à quel point cet équilibre entre le système d'attachement et le système de l'exploration a été mis à mal pendant cette crise du Covid. Donc, ce système d'exploration est couplé au système d'attachement. Ça veut dire que quand le système d'attachement et cette alarme s'active, notre système d'exploration se désactive, comme un système en balance, en fait, en balancier. Ce système d'exploration, c'est lui qui va nous permettre de nous dire « Ok, il y a des zones d'inconfort, il y a des zones que je ne connais pas et je vais quand même aller les explorer. » Pour l'enfant, l'exploration, elle passe d'emblée et initialement par le développement psychomoteur, la découverte du langage, la découverte de la relation avec les pairs, puis des apprentissages. Et puis ensuite, on le déploie sur un plan plus adulte avec notre capacité de nous ajuster à des situations nouvelles, à des emplois nouveaux, à des environnements nouveaux. Et on voit comment aujourd'hui, notre système d'attachement a été massivement activé du fait de cette crise et de cette menace et comment on a mis du temps avant de pouvoir explorer de nouvelles modalités, de nouvelles manières de faire. Alors, on s'est appuyé les uns sur les autres et petit à petit, on a pu être créatif. Mais cette période de sidération que vous avez probablement ressentie, nous on l'a beaucoup ressenti à l'Institut, avec une absence d'appel pendant 15 jours, 3 semaines, où on a vu que cet événement a totalement arrêté le processus d'exploration pour de nombreuses personnes. Cet équilibre, il est essentiel à comprendre dans notre processus d'éclairage par la théorie de l'attachement. Un deuxième système qui est aussi contrebalancé et qui est mis en compétition avec le système d'attachement, c'est le système de caregiving. Le système de caregiving, c'est le système qui nous permet de prendre soin de la personne qui est vulnérable. Si nous-mêmes, nous nous sentons en menace, nous avons moins de capacité de pouvoir percevoir la vulnérabilité de l'autre et de mobiliser nos propres ressources pour faire face à cette difficulté et mobiliser aussi nos capacités professionnelles. L'idée, c'était aussi de se dire que c'est normal qu'au début, nous nous sentions en difficulté, même si on est des caregivers, puisque nos fonctions professionnelles nous ont amenés à nous engager dans cette fonction de prendre soin. On a vu à quel point finalement cette compétition nous a mis en difficulté et c'est normal que ça nous ait mis en difficulté. L'idée à travers cette explication, c'est pour moi de donner sens à ce qu'on a vécu, qui parfois s'arrêtait à la sensorialité ou à une sidération, pour que petit à petit, on arrive à faire un pas de côté et nous demander à quel moment notre système d'attachement est très activé, comment on peut le désactiver pour retrouver nos compétences d'exploration ou de caregiving. Voilà, ces trois systèmes sont essentiels en termes de théorie de l'attachement et viennent vraiment éclairer ce principe. Alors, un des principes de base de la théorie de l'attachement s'appelle le cercle de sécurité. Ce cercle de sécurité, à l'Institut de la parentalité, nous l'utilisons et nous en avons créé notre propre illustration. Nous l'utilisons pour accompagner les parents dans la compréhension du besoin de sécurité de l'enfant, un méta-besoin, un besoin essentiel sans lequel l'enfant ne peut pas avancer. Et on comprend bien, donc vous imaginez ce cercle, il part finalement du porte-avions qui correspond à la figure d'attachement sur lequel est posé le petit avion qui est l'individu, alors l'enfant initialement, mais on est tous un avion et on espère tous avoir un porte-avions.
mais peut-être que la question d'aujourd'hui, c'est qu'on va questionner qui sont nos porte-avions. Ce petit avion d'école, il a, si il se sent en sécurité, les capacités d'aller explorer et se développer et grandir, donc aller cueillir les fruits des connaissances, de l'autonomie, comprendre ses émotions, la socialisation. Et en cas de menace, il est en capacité de pouvoir revenir se poser sur son porte-avions pour retrouver le réconfort et l'équilibre émotionnel dont il a besoin pour repartir explorer. Ce cercle vertueux permet que cette base de sécurité se transforme en havre de sécurité et permette à l'enfant de pouvoir développer un attachement sécure, comptant sur une personne qui va être du coup un caregiver, une figure d'attachement, qui va par sa disponibilité, sa cohérence et sa stabilité, prévisibilité, cohérence, disponibilité, lui permettre de pouvoir déployer ses ressources et les trésors dont il est porteur. Voilà, ce cercle vertueux a finalement été mis à mal par cette période du Covid et cette stratégie nous a mis en difficulté. Donc, je voulais finir cette première partie sur la théorie de l'attachement en vous faisant part d'une étude qui a été publiée par l'Italie, une seule étude que j'ai trouvée qui a questionné nos stratégies d'attachement face au Covid pour nous demander comment on a vécu ça en fonction de notre modèle interne opérant, en sachant donc ce que je vous disais, c'est que les stratégies d'attachement chez l'enfant, on va parler de sécurité, d'insécurité à travers les stratégies ambivalent, résistant et évitant ou d'attachement désorganisé. Et chez l'adulte, on va trouver des préoccupés, des craintifs, des détachés et des sécures. Et ce que va nous témoigner cette étude, elle va nous expliquer qu'ils ont vraiment évalué les styles d'attachement. Et ces styles d'attachement, on voit de manière assez logique que finalement, les adultes qui sont sécures ont plus de capacité à faire face à cette menace, quelle qu'en soit l'intensité, puisqu'ils vont pouvoir se faire confiance aux autres, être en capacité de demander de l'aide, être en capacité de mobiliser leur système exploratoire pour pouvoir trouver des stratégies adaptatives à ce changement d'environnement et à cette manière nouvelle de devoir penser la relation avec les autres et la difficulté de trouver une proximité. Les craintifs aussi, finalement, s'en sortent pas si mal. Ils s'isolent. Et cet isolement qu'ils avaient avant la période Covid, finalement, s'inscrit dans une continuité et ils ont déjà des stratégies à minima pour trouver cet équilibre-là. Pour ce qui est des patients qui sont, et des sujets qui sont plutôt anxieux, anxieux, oui, les choses sont beaucoup plus difficiles et cette demande d'aide qui n'a pas forcément de réponse dans l'isolement a été source d'un stress majoré pour cette population-là. Voilà, donc une étude que je vous invite à aller explorer et qui termine cette première partie. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. On va se donner quelques minutes pour pouvoir y répondre avant d'aller explorer réellement nos pratiques professionnelles. Donc, Laurence revient dans la boucle. Vous avez la possibilité effectivement de lever la main. C'est en bas une petite fonction où il y a une main qu'on peut lever. Si certains souhaitent s'exprimer oralement, on peut vous donner la parole. Et puis, vous pouvez bien sûr utiliser les questions-réponses dans le fil écrit. Nous avons d'ailleurs un témoignage de Céline, qui est assistante maternelle et qui partage combien bien la relation parent-professionnel est aussi impactée en ces circonstances, puisqu'elle accueille un enfant qui est revenu avec son parent d'Inde. Et il y a visiblement de la part du parent l'information qu'il y a eu une quarantaine durant l'Inde, mais l'assistante maternelle Céline semble pas tout à fait sûre de cette information et se retrouve avec l'enfant confié immédiatement après son retour. Donc, on y lit dans son témoignage l'inquiétude peut-être sur les risques de contamination. Donc, on voit que ça soulève des questions aussi sur la relation parent-professionnel et cette insécurité qui peut aussi, du coup, au travers du Covid, s'exprimer à ce moment-là. Oui, ce que tu évoques, Laurence, et merci Céline de ce partage, c'est que toutes nos relations ont été questionnées.
Et c'est l'intérêt aussi de cette théorie, c'est que souvent on la réduit à la dyade parents-enfants, mais globalement elle va nous éclairer sur les modalités relationnelles dans le couple, les modalités relationnelles entre professionnels, les modalités dans la famille. Et globalement, on voit comment tout ça, ça s'est joué dans chaque modalité interactive qu'on a pu traverser dans cette période inédite, chaotique, qui a re-questionné vraiment toutes ces interactions. On lit aussi dans la question de Céline cette recherche un petit peu de ressources, puisqu'elle demande, voilà, est-ce qu'il y a des moyens de se protéger en tant que professionnel de ce risque Covid, de demander peut-être une sorte d'attestation sanitaire concernant ce retour. Est-ce qu'elle peut s'opposer à recevoir l'enfant? Est-ce qu'elle peut conserver son contrat d'assistante maternelle? Et voilà, on sent qu'il se recherche des ressources, des solutions. Est-ce que les professionnels, enfin, comment les professionnels peuvent se représenter un petit peu les ressources qu'il y a autour d'eux dans leur expérience actuelle? Alors, c'est là où la frustration va arriver et qu'on va être dans un temps partagé. Je pense qu'aujourd'hui, on voit bien que la sécurité, elle s'appuie sur la cohérence, la prévisibilité et la stabilité, et que ces trois critères ont été totalement balayés par cette crise, et qu'elle l'est encore, et je pense que ça va durer un certain temps, et que cette cohérence, cette prévisibilité, cette stabilité va demander qu'on construise de nouveaux repères, et c'est pas facile à faire. Donc, jusqu'où va notre sécurité, jusqu'où va notre insécurité, à quel moment on pense qu'elle est tolérable ou pas tolérable, c'est des choses qu'il est en tout cas important de questionner et de partager, parce qu'on sait qu'une des premières possibilités de pouvoir avancer ensemble, c'est de pouvoir se parler, évoquer notre sentiment d'insécurité et trouver ensemble des solutions pour pouvoir avancer. Je pense que seul, isolé, on n'est pas en capacité de trouver ces réponses-là aujourd'hui, au vu de l'ampleur des enjeux qui sont actuellement traversés par cette crise et qui justifient. Ben voilà. Et en plus, on voit aussi comment on a été très dans l'attente et encore dans l'attente de réponses extérieures, comme si les autorités devaient à chaque fois donner les réponses. Je pense que les réponses ne peuvent pas être qu'extérieures, même si elles doivent l'être en partie. Elles doivent aussi s'inscrire sur une collaboration, une coopération, pour qu'on puisse ensemble trouver des nouvelles modalités et ne pas toujours s'appuyer sur une causalité externe ou une sécurité qui est extérieure et qui, quand elle vient être balayée, nous met dans un grand désarroi et dans une grande insécurité. Peut-être qu'il peut compléter, Céline réagit en direct, peut-être c'est la question aussi de la relation finalement parent-professionnel. Est-ce que cette dimension de la protection se joue aussi entre le parent et le professionnel, qui est le caregiver? C'est un petit peu ce qu'on peut lire au travers du témoignage de Céline aussi, ce vide vécu par les parents que le professionnel vient aussi un petit peu combler, qui est lui-même au service d'une protection de l'enfant, mais vis-à-vis du parent, voilà, qui protège qui, comment ça se joue? Ce qui, effectivement, dans le cas de l'assistante maternelle, est aussi un système de protection mutuelle, ou en tout cas de coopération. C'est ça. Et c'est important parce que là, on a vu ces repères qui ont été transformés. C'est-à-dire que les figures d'attachement avant étaient assez identifiées et la hiérarchie se fait. Alors, on sait que cette hiérarchie, elle est sans arrêt en travail. Hein. Dans un couple, il faut un certain temps avant que le partenaire devienne une figure d'attachement et qu'on rentre dans un fonctionnement qui n'est pas comme la dyade de l'enfant et du parent, mais qui est entre deux adultes. On n'est pas entre un enfant et un adulte. Mais on voit que cette transition n'est pas toujours facile à faire et qu'en cas d'insécurité, on va vouloir compter sur des personnes sur lesquelles d'habitude on ne comptait pas, et comment elles vont devoir assumer aussi un nouveau positionnement professionnel, sur quoi elles vont elles-mêmes s'appuyer pour pouvoir définir ce nouveau champ de positionnement ou cette nouvelle manière d'interagir. C'est tout ce qui est en train de se jouer actuellement et qui justifie effectivement de beaucoup de communication pour pouvoir trouver les solutions. Bien sûr qu'il y a des bases qui doivent être posées aussi par un cadre beaucoup plus large et institutionnel et national, mais on voit aussi comment les réponses des scientifiques n'ont pas toujours été et ne peuvent pas être cohérentes, puisqu'on est sur un virus émergent. Ce virus émergent, on a beaucoup d'inconnus, et que cette cohérence, prévisibilité, stabilité, ils ne l'ont pas non plus.
alors qu'on l'a attendu d'eux pendant un certain temps. Ensuite, on l'a attendu des politiques qui ne pouvaient pas non plus le donner. Et on voit comment tout ça a désarticulé notre système qui semblait bien huilé en termes de sécurité, même si parfois on se sentait inconfortable ou insatisfait. Mais globalement, la réponse n'appartient pas à une classe ou à un individu ou à la science. La science, elle peut être rigoureuse, mais ce n'est pas parce qu'elle est rigoureuse qu'elle est exacte, parce qu'elle évolue, parce qu'il y a des recherches qui permettent qu'on puisse faire évoluer des connaissances, surtout sur des virus émergents pour lesquels on est loin d'avoir toutes les données. Et donc, voilà, on s'est rendu compte, je pense que c'est un élément très important, que cette causalité ou que ces réponses extérieures, c'est un petit peu ce que nous, on vit avec les parents à l'Institut, c'est que beaucoup viennent attendre une notice ou viennent attendre le bon manuel. Et nous, on s'applique surtout à ne pas leur donner parce qu'il ne nous appartient pas. On a des connaissances sur le besoin de sécurité de l'enfant, sur la nature de son environnement qui va être le source pour lui d'épanouissement. Mais c'est le parent qui est dépositaire finalement de ça et qui a la responsabilité de mettre en œuvre ce processus. C'est pour ça qu'on vous parlait de fonction réflexive en début de webinaire, comme nous, on essaye de le partager avec vous aujourd'hui, parce que finalement, personne n'a plus la notice que nous. Mais aujourd'hui, on est sur un questionnement sociétal et universel. Et je pense qu'on a tous, comme le disait Pierre Rabhi, hein, la part du colibri, on a tous une part à donner. Nous, on partage aujourd'hui notre part à nous. Mais globalement, la réponse, elle nous appartient. Et on a aussi, il y en a certains sociologues qui disaient que de toute façon, on était dans le choix de changer de paradigme ou on n'était pas satisfait de ce mode de fonctionnement global, voilà, qui allait très très vite avec une mondialisation qui mettait à mal un certain nombre de systèmes. Et effectivement, cette crise Covid, sans en tirer des leçons, mais vient quand même nous questionner fondamentalement sur notre sécurité, notre positionnement, notre manière de regarder l'autre aussi. Hein. Est-ce que cette mondialisation et le fait qu'on ait cette possibilité d'avoir autant de connexions aujourd'hui, est-ce qu'on a la même qualité de présence dans la présence du quotidien avec nos proches? Et on voit des familles, nous on a eu des familles pour lesquelles ça a été, ils le disent, un trésor et une chance de partager des moments, d'être ensemble. Et pour certains autres, en fonction des circonstances, ça a été vraiment extrêmement compliqué. Voilà, ça appartient à chacun, c'est l'histoire de chacun. Et c'est essentiel de se donner des espaces psychiques où on peut s'autoriser à se questionner sur cette sécurité, sur cette insécurité, en dehors de jugement de valeur. Ce n'est pas mal d'être en insécurité puisque c'est biologique et c'est physiologique. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette insécurité et comment on la transforme? Et on a, nous, envie juste de la partager et de peut-être apporter aussi nos connaissances et notre éclairage par rapport à cette dimension-là. Dans le champ de notre engagement professionnel, comment les professionnels du coup peuvent prendre ces appuis dans leurs propres sentiments de sécurité et d'insécurité? Nous te laissons poursuivre ce sujet. Nous reprendrons un temps de questions donc à la fin de cette deuxième partie. Alors oui, effectivement, sur le champ de la fonction professionnelle, ouais, mais pas tout de suite, je vais introduire. Le champ professionnel vient questionner les mises en application de la théorie de l'attachement dans le champ psychosocial. Et le champ psychosocial vient nous expliquer qu'au fond, on attend des leaders et du leadership qui viennent prendre cette place de figure d'attachement pour finalement nous rassurer. Et on voit comment on l'a attendu des politiques, on l'a attendu des scientifiques, on l'a attendu de personnes qui ont des responsabilités. Et c'est intéressant de voir ce que la théorie de l'attachement a pu apporter sur ces connaissances. Qu'est-ce qu'on attend d'un leader? Qu'est-ce qu'on attend du leadership? Et comment il va pouvoir nous rassurer? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour pouvoir répondre à notre besoin de sécurité? Donc, je fais ma petite manip et ça marche. Ah, je clique. Et après, je clique. Voilà. Donc, c'est des études assez récentes qui viennent nous dire qu'on attend qu'ils nous répondent de manière adéquate et rapide.
qu'il soit capable de nous fournir des conseils, qu'il soit capable de nous fournir un soutien émotionnel et concret, et puis qu'il puisse aussi soutenir la créativité, l'initiative et l'autonomie. Mais la difficulté qui a été perçue dans toutes ces études, c'est que souvent les affiliés, même s'ils étaient adultes, ont eu souvent des positionnements comme des enfants dépendants et vulnérables. Et que ça a été compliqué, au fond, de mettre en œuvre ces qualités de leader par rapport à cette insécurité. Et en fait, cette vulnérabilité, elle est encore plus marquée en fonction de l'intensité de la menace perçue. Et la menace qu'on a vécue et qu'on vit actuellement, elle est quand même massive. Elle est universelle. Elle induit aussi la peur par rapport à un pronostic vital. Donc, elle remet la question de la mort au cœur de nos vies. Une mort qu'on a souvent mis de côté et qu'on a souvent finalement vraiment éloignée de notre quotidien. Aujourd'hui, on meurt à l'hôpital, on ne meurt plus au domicile, on n'est plus dans le même accompagnement. Donc, on voit comment l'intensité de la menace a activé notre système d'attachement de manière massive, y compris en faisant mobiliser des systèmes d'attachement et des modèles d'attachement très archaïques. Et puis, la difficulté pour ces leaders, c'est que cette distanciation physique qui a été la réponse au Covid a été aussi un processus qui ne nous a pas permis de retrouver la proximité parfois avec nos figures d'attachement. Parce que globalement, une fois que notre système d'attachement est activé, la manière de le désactiver, c'est de retrouver la proximité physique avec les personnes qui nous réconfortent. Et là, on voit bien comment les familles qui n'ont pas pu se retrouver se sont retrouvées en grande difficulté puisqu'on ne pouvait plus aller se poser sur le pont du porte-avions. Et qu'il a fallu inventer d'autres systèmes. Alors, on a inventé un système et on a utilisé les réseaux et les ondes pour le faire, mais on sait aussi à quel point la proximité physique, le contact est essentiel pour retrouver cet équilibre. Et on voit aussi, nous, on a vu beaucoup d'enfants pendant le Covid qui ont présenté des problématiques de sommeil avec une nécessité d'être en co-sleeping et d'être dans une proximité permanente, parce qu'ils percevaient quand même l'insécurité environnementale et qu'ils ont été empêchés et entravés de retrouver ce moyen d'éteindre le système d'attachement. Et cet isolement et cette distanciation, qu'au début on a appelé distanciation sociale et petit à petit plutôt distanciation physique, qui est beaucoup plus ajustée, vient vraiment nous éclairer sur ces difficultés. Alors, le milieu du travail, on a attendu du leader qu'il réponde à ce besoin de sécurité, mais on voit bien comment on l'a attendu du chef de l'État, du gouvernement, des scientifiques. Mais l'intérêt de cette théorie, c'est qu'elle est transposable à tout ce qu'on va vivre en termes de leader et de leadership. Alors, le milieu du travail, la vie professionnelle, dans ses études sur la dimension psychosociale de la théorie de l'attachement, vient nous dire que finalement notre vie professionnelle correspond à notre système d'exploration, puisque à travers notre activité professionnelle, on va pouvoir nourrir et activer ce système motivationnel dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'on va trouver dans le travail une source de sentiment de compétence. Ça va aussi être le lieu de résolution de conflits. On a beau essayer d'avoir du management bienveillant, participatif, etc. On voit bien que le conflit est fondamental et justifie de pouvoir avoir des techniques de résolution. C'est aussi le lieu où on va créer de nouvelles relations, des expériences interpersonnelles, et puis qui va nous amener à nous adapter à des situations nouvelles. Donc, comment on va trouver cet équilibre dont on parlait entre système d'attachement et système d'exploration? On voit bien que le Covid est venu verrouiller tout ça, activer notre système d'attachement, nous mettre en grande difficulté dans notre système d'exploration. Pour autant, il nous a été demandé de faire du télétravail ou d'être en capacité quand même de répondre à nos missions professionnelles. Et on voit comment il a été difficile de mettre en œuvre cet équilibre. Quand en plus,
s'ajoutait le système du caregiver, c'est-à-dire je prends soin de mes enfants qui sont à la maison, qui eux-mêmes sont en insécurité, ou de savoir que mes proches âgés sont en insécurité avec un pronostic vital engagé. Et on voit que cet équilibre, si bien maintenu par ce petit personnage, a été totalement chaotique et totalement déstabilisé, et que ce système n'a pas pu permettre, en tout cas cette crise Covid a vraiment totalement bousculé les choses. Alors, le monde du travail, c'est le monde de l'exploration, mais c'est aussi un monde dans lequel notre système d'attachement peut être menacé parce qu'on va rencontrer des stress sociaux, interpersonnels. On va aussi être dans des stress de performance. On a beaucoup vu de parents en grande difficulté par rapport aux attendus professionnels, avec le sentiment que les dirigeants n'entendaient pas les contraintes quotidiennes, avec la nécessité de faire à manger, de prendre soin des enfants, de faire les devoirs des enfants, de répondre aux exigences et aux performances du système éducatif qui demandait que les enfants fassent l'ensemble des tâches. Et on a vu des familles où nous, on a pu conseiller de prendre du recul par rapport à cette performance pour pouvoir garder l'harmonie au sein de la famille qui est majeure et qui permet beaucoup plus de trouver la sécurité dans le lieu qui était vécu par rapport à ce confinement, plutôt que de répondre à des stress de performance qui allaient activer le système d'attachement, désactiver les systèmes d'exploration et de caregiving. Et une fois qu'on comprend l'équilibre entre ces trois systèmes motivationnels, c'est des modalités de guidance qui peuvent être très pertinents pour le public qu'on accueille, de donner sens à finalement ce qui est vécu. Beaucoup de parents se sont culpabilisés de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir répondre à l'ensemble des enjeux. On a vu beaucoup de mamans en particulier, puisqu'elles ont eu le sentiment d'avoir des charges mentales très importantes, se culpabiliser énormément de ne pas être des super-héros. Mais une fois qu'on comprend que ces systèmes biologiques, une fois qu'ils sont enclenchés, nécessitent qu'on puisse prendre du recul, elles ont pu accepter aussi que leur sécurité passait par des périodes d'isolement où elles pouvaient se retrouver et retrouver un équilibre émotionnel, leur permettant d'être en capacité d'être disponible pour faire les devoirs avec l'enfant ou pour juste passer du temps ensemble. Donc nous, professionnels, on a subi cette même cascade d'insécurité, et le monde du travail, parfois, a été aussi source de beaucoup de pression qui nous a mis à mal dans ce processus. Alors, on sait, et certaines études le disent, que globalement, on devrait, c'est des études assez anciennes, mais ce cercle de sécurité dont on a parlé tout à l'heure, et avec notre image du petit avion et du porte-avions, on devrait, dans l'idéal, trouver un équilibre entre l'activité professionnelle et la vie privée, un équilibre entre l'exploration et l'attachement. Et globalement, cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée nous permettrait de rentrer dans ce cercle de sécurité, nous permettant par exemple, si on a trouvé un équilibre dans notre vie privée, de pouvoir le considérer comme le porte-avions de nos difficultés rencontrées sur un plan professionnel, et de pouvoir petit à petit tricoter cet équilibre et ce cercle de sécurité. Et là, on voit que on a mis à mal l'ensemble de cet équilibre, autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Et avant même le Covid, certains auteurs nous disent même que dans le monde sociétal actuel, la construction d'une base de sécurité au travail est particulièrement difficile. C'est pas si simple, et on voit tous les enjeux en termes de management aujourd'hui sur cet équilibre qui reste extrêmement complexe à construire, et qui justifie qu'on le fasse ensemble dans la coopération et la co-construction. Donc, ce cercle de sécurité, finalement, on a été amené à le transposer. Alors celui-là, il est sorti, il est la transposition des travaux de Cooper, Hoffman, Marwin et Powell sur ce cercle de sécurité. C'est un programme international aussi d'accompagnement à la parentalité qui a inspiré nos travaux, nous, à l'Institut de la parentalité, globalement, qui nous explique que cette base de sécurité vient permettre à l'enfant de pouvoir aller explorer, de savoir que quand il est en difficulté, il y a quelqu'un qui va veiller sur lui, qui va pouvoir l'aider, qui va aussi pouvoir lui renvoyer des choses de l'ordre de son vécu émotionnel, et qu'en cas de difficulté, il est en capacité de trouver refuge sur cette base de sécurité.
Moi, je l'ai transposé en mettant des petites vignettes en plus avec nos fonctions de professionnels. Et je reviens à la question de Céline, comment finalement, ce parent, il est venu chercher auprès de Céline cette base de sécurité pour pouvoir à son tour veiller sur son enfant. Et là, on voit comment on est comment on est appelé à rentrer dans cette chaîne de sécurité et notre responsabilité professionnelle en fait partie aussi. Finalement, le Covid, lui, il nous a invités dans une chaîne d'insécurité. Et j'ai voulu remettre aussi au cœur de cette réflexion les travaux de Bronfenbrenner sur l'écosystème. Cet auteur qui a vraiment décrit les différents systèmes dans lesquels est inscrit l'individu, qui passe du microsystème à l'exosystème, au macrosystème. Et on voit comment l'ensemble de ces systèmes ont été totalement activés dans leur système d'attachement. Il a aussi décrit en dehors de ces strates un système qu'il surajoute, le chronosystème. Et alors, je ne sais pas vous, mais ce temps suspendu qu'on a vécu pendant le Covid, on s'est rendu compte à quel point le temps n'avait plus la même dimension. Il prenait une autre forme et on s'est rendu compte que finalement, cette dimension du temps et combien de fois on se plaint que ça va trop vite, que le temps va trop vite, etc. Ce chronosystème aussi, il a été interrogé. Donc, cette crise du Covid, elle vient bousculer, elle vient faire une effraction finalement à toute cette dimension. Et tous ces systèmes, voilà, moi j'aime bien cette image du strike au bowling. Je pense que toutes les quilles sont par terre, qu'aujourd'hui c'est le début de quelque chose parce que voilà, la menace de la maladie est toujours présente et nous appelle à beaucoup nous protéger et protéger les autres aussi. On voit comment on a une responsabilité collective. C'est pas juste je veux garder ma liberté, j'impacte aussi l'autre dans ma manière de penser cette liberté-là. Et j'ai le sentiment qu'on est vraiment dans ce processus-là. L'idée à travers cette présentation, c'est de se dire, voilà, peut-être qu'on peut se demander à quel moment on est en insécurité, à qui on peut le dire, comment on peut le construire, comment on peut construire autrement. Nous, à l'Institut, on a essayé de mettre d'autres outils de fonctionnement avec les parents, entre nous, professionnels, avec nos partenaires. Le webinaire en fait partie aujourd'hui, mais c'est un grand chantier qu'on a envie de faire avec vous et ensemble dans un processus commun de réflexion. Et puis pour finir, j'avais envie de citer Edgar Morin qui nous dit que nous devons vivre avec l'incertitude et qui complète en disant « Vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitude à travers des îlots et des archipels de certitude sur lesquels on se ravitaille. » Donc voilà, on aimerait bien construire des îlots de certitude aussi, avec beaucoup d'humilité, parce que ces certitudes, elles peuvent être revisitées. Mais globalement, où est-ce qu'on place notre sécurité aujourd'hui? Comme on sait que c'est un maillon essentiel de la construction d'un individu, qu'est-ce qui vient faire que globalement, cette sécurité, elle a été questionnée? Est-ce qu'on la met finalement dans des aspects matériels? Est-ce qu'on les met dans des aspects humains? Est-ce qu'on les met dans des lieux? Est-ce qu'on la met dans des rêves? Voilà, c'est tout ça que cette route commune nous invite et que cet éclairage vient poser aujourd'hui. Donc, on va se laisser un petit temps de questions. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés. J'espère que ça vous a apporté un éclairage. Moi, je suis frustrée, très frustrée de ne pas vous voir. J'ai vu ceux qui étaient là. Je vous remercie d'être présents. Et puis, on va se laisser ce temps de questions. En tout cas, merci de votre attention. Voilà, n'hésitez pas à lever la main, donc la petite main si vous souhaitez pouvoir prendre directement la parole pour une question ou de partager donc directement dans le fil écrit les quelques questions. Céline, qui est intervenue tout à l'heure, nous a complété un peu son témoignage avec des parties plus en lien avec la vie privée. Voilà, elle parle aussi du cercle familial, en écho avec ce que tu disais, Anne, sur la façon dont ce confinement a permis aussi un autre espace-temps en famille. Et voilà, peut-être un îlot, on peut entendre un îlot aussi pour Céline dans ce moment en regroupement en cercle familial. Et puis un petit peu cet autre sujet, cette autre question qui, je pense, touche un peu à la question de quantité et qualité des interactions, puisque
Céline relate qu'il y a des enfants qui sont habitués à être beaucoup chargés, très chargés dans leur vie et qui ont pu se retrouver dans le confinement un petit peu sur leur faim, là où les enfants, peut-être laissés plus en autonomie, créativité, qui passe aussi par l'ennui, ont pu avoir un peu plus de ressources à ce moment-là. Voilà, finalement, c'est quoi qui est important? C'est de faire beaucoup de choses en tant que parent avec son enfant, ou est-ce que c'est plus une question qui se joue dans la qualité des moments partagés? Oui, ben, ça vient fondamentalement questionner la qualité de notre présence, en fait, et la nature de notre présence aux autres et à nous-mêmes, hein, parce qu'on voit aussi comment on a parlé de connexion à la nature, comment on a besoin de revenir à des essentiels, à des priorités pour pouvoir retrouver des repères. Et cette société qui va vite et qui est rentrée parfois dans une forme de consumérisme très actif, on voit beaucoup de familles qui ont dit on n'a pas consommé, puis finalement on a réussi à faire avec et on a découvert que dans nos placards on avait plein de choses qu'on n'utilisait plus. L'idée à travers mes propos n'est pas du jugement, hein, c'est vraiment de venir dans une vision plutôt méta, re-questionner les choses, mais de savoir sur quoi surtout on fonde notre sécurité, sur quelle qualité de présence. Alors on en est arrivé aussi à de dire qu'une qualité de présence est suffisante, mais il ne faut pas non plus la réduire à quelques minutes en disant moi j'ai été présent quelques minutes, ça suffit. C'est vraiment une fonction réflexive qui nous appelle à nous re-questionner nous aussi sur notre engagement dans la vie, sur l'avoir, sur l'être. C'est presque des questions philosophiques, mais je pense qu'on est aussi sur ce plan-là, sur une dimension sociétale, qu'on peut le vivre. Alors, il ne faut absolument pas oublier tous ces décès, toutes ces personnes qui sont parties, mais on peut le vivre aussi comme la possibilité de se re-questionner pour penser les choses autrement et ne pas se précipiter à vouloir reconstruire à l'identique trop vite. Et voilà, c'était aussi de se dire, est-ce qu'il y a des connaissances qui peuvent nous éclairer pour qu'on puisse se questionner plus fondamentalement et pas s'arrêter à nos sensations ou à nos émotions qui viennent nous guider, mais parfois nous faire perdre du discernement par rapport à comment s'engager. Donc c'est la même chose par rapport aux fonctions parentales. Et nos enfants, souvent, ils ont été, nous, on a eu des mots d'enfants qui nous ont dit, des enfants qui ont pu parler de la mort avec leurs parents en pensant que leurs parents pouvaient mourir, alors que c'est des choses qu'on ne parle pas souvent, qu'on tait. Et puis d'autres qui se sont autonomisés d'une autre manière, qui ont lâché la tétine plus précocement que prévu. Il y en a qui ont découvert des ressources, et puis il y en a que ça a beaucoup insécurisé puisqu'ils n'avaient plus accès à leur figure d'attachement. Donc, comme souvent, toute expérience est appelée à nous faire grandir, mais globalement, on se rend compte vraiment d'une dimension de l'interdépendance. On est tous dépendants les uns des autres, on apprend tous des uns des autres et on grandit tous les uns avec les autres, y compris dans ces épreuves-là. Le souhait, c'est de pouvoir se dire que de toute façon, rien n'est figé, hein. Les choses sont impermanentes et que globalement, cette incertitude dont parle Edgar Morin, on la connaît depuis longtemps, et les philosophies en parlent depuis des siècles. Et globalement, nous, on aime bien se sécuriser avec des choses qui nous semblent solides et qui finalement s'effritent. Et voilà. Donc, dans la famille, tout ça, ça se transpose du cercle et du microsystème au macrosystème et à quelque chose de plus vaste. Merci. Nous allons bientôt conclure ce webinaire. Si vous voulez, avant de partir, nous laisser un petit mot dans les questions-réponses sur, et pour vous, vos îlots et vos archipels, à quel endroit est-ce que là, peut-être dans le propos, vous sont venus l'image que, ben ouais, moi, dans ma pratique professionnelle, ce qui fait ressource, c'est, si vous deviez répondre à ça, ce qui pour moi, dans ma pratique professionnelle, fait ressource, fait sécurité, c'est, n'hésitez pas à laisser le petit mot avant de raccrocher cette session, ça peut être dans le fil des questions-réponses, il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir pour nous. Voilà, il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on continue à pouvoir nourrir cette réflexion commune ensemble. Merci à tous d'avoir participé. Merci Anne pour tous ces éclairages encore pour les pratiques professionnelles. Merci à Eva pour toute l'organisation et la technique. Et on vous dit au prochain webinaire. Nous comptons bien poursuivre cette aventure des webinaires régulièrement. Donc, on vous donne rendez-vous à la rentrée. Au revoir, bel été à tous. Au revoir, bel été à tous.